Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Tech24. Au sommaire cette semaine, 22 revient Netflix. Le géant américain de streaming à la demande fait une démonstration de force à Paris. Tech24 y était. Contenu original, service, les concurrents partent au front, Vivendi en tête. La guerre des plateformes, le retour, c'est dans quelques instants. L'espace, c'est le nouveau terrain de jeu des stars de la Silicon Valley. Portrait d'un patron extraterrestre, Elon Musk, et voyage spatial à suivre avec Guillaume Gralet du magazine Le Point. Mais d'abord, c'est l'opération séduction de la semaine. Netflix déploie ses stars maison à la Cité du cinéma à Paris, de Kevin Spacey à Michelle Yeoh en passant par Ashton Kutcher. Objectif, célébrer ses 75 millions d'abonnés dans le monde et passer en revue ses nouvelles séries disponibles dans 190 pays, mais surtout montrer que la plateforme américaine s'est innovée. Guillaume Gralet, on y était pour Tech24 ensemble et le timing choisi par Netflix est loin d'être innocent puisque les acteurs de l'audiovisuel et des télécommunications fourbissent leurs armes. Vivendi s'allie notamment à Mediaset et promet de lancer en septembre prochain ce qui ressemble fort à un Netflix européen. Oui, on a l'impression de revenir 15 ans en arrière, à l'époque où Vivendi voulait marier contenu et tuyaux. Alors, on l'a vu récemment lorsque Vivendi a lancé une OPA sur Gameloft pour récupérer tous ses jeux vidéo. Et puis, on le voit encore récemment lorsqu'il veut transformer Mediaset, vous savez, cette plateforme italienne, pour en faire une plateforme pan-européenne de production de contenu. Alors, elle sera disponible en France, en Italie et en Espagne au mois de septembre. Mais il y a également une réflexion interne sur les circuits courts qui pourraient bénéficier aux mobiles. Et là, on comprend mieux la stratégie de Vivendi qui veut monter en puissance dans Telecom Italia, peut-être un jour dans Telefonica, bref, avoir une vraie stratégie mobile. Alors justement, qu'en pensent Reed Hastings et Ted Sarandos, les patrons de la plateforme américaine? On leur a posé la question et à les entendre, c'est même pas peur. Écoutez. Vous savez, il y a tellement d'opportunités dans la télévision, sur Internet, où les gens peuvent regarder leurs films à la demande et de manière personnalisée. Nous ne sommes pas inquiets à propos de la concurrence. Nous continuons simplement à faire en sorte de rendre nos services aussi bons que possible, comme dans notre nouvelle série Marseille, qui sera lancée le 5 mai. Ce n'est qu'un exemple, mais nous avons nos propres productions diffusées toute l'année. J'avais tout organisé. J'ai trouvé l'homme de paille. Je lui ai mis le pied à l'étrier, je l'ai poussé devant moi. Quand même pas m'être trompé à ce point. La raison pour laquelle nous sommes arrivés si tôt dans la production en France, alors qu'aux États-Unis nous en étions restés pendant plusieurs années au streaming, c'est que le terrain était plus propice ici. C'est une incroyable production en France, avec une super équipe, de super auteurs et de grandes stars. Et nous avons d'autres projets en cours en France. En effet, la bataille se joue moins aujourd'hui sur les droits de diffusion que sur le contenu original. Attirer les talents, leur offrir les meilleures conditions de création, c'est un vrai pari, Guillaume. Oui, alors Netflix n'est pas le seul à se lancer dans la production originale. Il y a déjà bien sûr HBO, les chaînes américaines, HBO Now par exemple, Amazon Premium qui depuis 2014 a plusieurs séries à son actif. Il y a Mozart in the Jungle qui est très rigolo. Mais en fait, ces chaînes américaines doivent batailler contre un géant de technologie. Et selon une toute dernière étude de Morgan Stanley, eh bien, le contenu original de HBO est dépassé par celui de Netflix. Alors, on a posé la question à cette manifestation de Netflix au monsieur Big Data de Netflix, qui s'appelle Ted Yellin. Il dit non, ne vous inquiétez pas, c'est toujours l'homme qui prévaudra, il n'y aura pas de scénariste virtuel. Ceci étant dit, on voit vraiment la machine, le rouleau compresseur Netflix, on ne voit pas ce qui peut l'arrêter. Un seul bémol, on ne les voit pas du tout sur la réalité virtuelle, elle filme à 360 degrés. Une petite erreur à mon avis. Alors justement, qu'est-ce qu'il faut penser des offres qui se préparent en France cette fois-ci? Il y a une autre offre, Molotov.tv, qui pourrait rebattre les cartes parce qu'elle a un modèle très différent. Alors, Molotov.tv, c'est un acteur qui veut être un acteur over the top, c'est-à-dire OTT. Il veut recréer une plateforme Internet pour nous redonner un contenu délinéarisé, un contenu sur lequel on peut accéder à tout moment. Alors, on ne sait pas encore quel va être leur modèle économique, si ça va être un modèle freemium. Ce qui est sûr, c'est que leur volonté est très importante, y compris chez les fabricants de téléviseurs. Et puis, il y a un
Petite surprise, alors on attendait Orange qui voulait lancer le Netflix européen, pour l'instant il n'y a pas réussi. On voit Zive qui vient d'Altis Media qui lui veut s'appuyer sur du contenu original de Hot Telecom. Ce qui est intéressant, c'est de voir la nouvelle relation entre les fournisseurs d'accès à Internet et Netflix. De plus en plus de fournisseurs d'accès à Internet, par exemple Free, mettent Netflix comme un produit d'appel. Oui, après chacun cherche son chat, c'est un peu chacun cherche son Netflix. Et parmi les talents que nous avons pu rencontrer à la Cité du Cinéma, il y a Ashton Kutcher. L'acteur de 38 ans coproduit et joue avec son sparring partner Danny Masterson en ce moment dans une série pour Netflix. The Ranch, c'est son nom, qui sent bon le revival des sitcoms des années 90. Tournage en studio et rire enregistré inclus. Mais Ashton Kutcher, c'est aussi un entrepreneur tech et investisseur avisé. Il collabore avec Motorola, il se rend régulièrement à l'Université de la Singularité et puis il a aidé à la croissance de Pass, de Foursquare ou encore de Spotify. Quel est, selon lui, le prochain secteur à suivre en matière d'innovation? Séquence purement gratuite et conseil investissement. J'ai demandé à mes équipes de faire en sorte que l'on soit vraiment plongé dans ce monde à travers deux secteurs. L'un de ces secteurs est celui de la biotech, où les dynamiques de la loi de Moore sont appliquées à la technologie. Comme les technologies et les bases de données scientifiques deviennent de plus en plus développées, on peut commencer à utiliser cela pour la biotech d'une manière qui, selon moi, va considérablement prendre de l'importance avec le temps. J'ai demandé à mon équipe de nous plonger dans le chatbot. Je vois 5, 10, 15 entreprises qui commencent à émerger dans ce domaine. Et en tant qu'investisseur, je ne peux pas définir quelle compagnie finira par gagner les plus grandes parts de marché. Donc on se plonge dans le monde de la chatbot pour comprendre ce qui fera que ces entreprises s'imposeront. Biotech et robots de conversation donc dans le viseur d'Ashton Kutcher. Et il pourrait aussi se pencher sur la conquête spatiale. C'est en tout cas la nouvelle frontière que bon nombre de stars de la Silicon Valley tentent de conquérir. Parmi eux, Elon Musk, le patron visionnaire, enchaîne les succès. SpaceX, sa société de lanceurs de satellites, a réussi un exploit jamais atteint dans l'histoire de l'aérospatiale. Récit de Sophie Guignon avec TF1. L'exploit historique a commencé 2 minutes 40 secondes après le décollage. À cet instant précis, quand le premier étage de la fusée, le propulseur principal s'est détaché. À 100 km d'altitude, le faire revenir au sol équivaut à lâcher un stylo de 10 cm du second étage de la Tour Eiffel en essayant d'atteindre un smartphone posé au sol, ici cette barge en plein océan. Une explosion de joie dans la salle de contrôle et un nouveau succès pour Elon Musk, le nouveau patron de SpaceX, constructeur de la fusée. Car récupérer une partie du lanceur, c'est économiser 60 millions de dollars pour sa reconstruction. Mais surtout, la promesse de pouvoir faire des lancements moins chers et plus fréquents vers l'espace. Si nous voulons vraiment élargir l'accès à l'espace, nous devons parvenir à une réutilisation complète et rapide. Je pense que nous avons prouvé que cela peut marcher. Je pense que c'est une étape clé pour le futur des vols spatiaux. C'est un nouveau pas vers les étoiles. Pour Elon Musk, les succès s'enchaînent. Tesla, le fabricant de voitures électriques dont il est aussi le patron, vient d'enregistrer 325 000 commandes de son nouveau modèle en une seule semaine. De quoi renforcer encore la légende du multimilliardaire. 2002, Elon Musk revend l'entreprise PayPal pour investir sa fortune dans SpaceX puis Tesla. Il frôle même la faillite en 2008. Audacieux, les discours de l'homme d'affaires détonnent. Il a par exemple rendu public tous les brevets technologiques de Tesla. Visionnaire pour les uns, mégalomane pour les autres, Elon Musk veut conquérir Mars. Le succès de SpaceX en est la première étape. Alors on pourrait aussi citer Jeff Bezos d'Amazon, Richard Branson avec Virgin Atlantic ou encore cette semaine le physicien Stephen Hawking. Ils sont très nombreux à viser les étoiles. Mais est-ce que ces voyages spatiaux sont aujourd'hui réalistes, Guillaume? Il y a plein d'autres projets qui sont en train d'émerger comme Worldview par exemple. Il y a un projet magique, celui de Worldview, qui veut permettre en 2017, grâce à l'hélium, de nous emmener à 30 km au-dessus du sol. Et alors là, j'ai vraiment envie de vous inviter, même si ça coûte un peu cher, 75 000 $, en tout cas on pourra essayer. Et la vie, en tout cas ce qu'on nous promet, ce que
Worldview vous promet est absolument fantastique, c'est-à-dire une vue imprenable sur la Terre. On nous promet même du Wi-Fi à bord, il y a même des toilettes, un bar, on pourra trinquer. Bref, c'est quelque chose d'assez révolutionnaire. On peut trinquer, mais on reste quand même à la frontière de l'espace. Oui, alors là, on est à 30 km. La vraie ligne qui démarque l'espace, c'est la ligne de Kármán qui se situe à 100 km au-dessus de la Terre. Et à ce stade, la vitesse orbitale est de 27 000 km par heure. Donc c'est intenable aujourd'hui pour les humains. Les vraies prouesses, on l'a vu dans le sujet tout de suite, ce sont celles de Jeff Bezos ou de Elon Musk qui travaillent sur l'atterrissage de leurs engins spatiaux. Alors justement, on se dit que c'est très bien, mais est-ce que ce n'est pas un doux rêve? Est-ce qu'il y a vraiment un jour où on pourra vivre carrément dans l'espace? C'est le projet de Mars One qu'appuie notamment Elon Musk, mais ce projet, il est extrêmement périlleux lui aussi, puisqu'il y a une toute récente étude du MIT qui dit que la vie sur place sera limitée à une 60aine de jours. En fait, beaucoup de gens qui s'aventurent à aller coloniser Mars pourront mourir par asphyxie. Il y a une température très froide, moins 63 degrés au mieux. En fait, les véritables prouesses pourraient venir de ce qu'on appelle la terraformation, c'est-à-dire recréer les conditions de vie sur Terre. Pour cela, il va falloir augmenter la pression atmosphérique. C'est très compliqué. Et surtout, le taux de dioxygène ambiant pour rendre la vie possible à un mammifère. Bref, on a encore besoin de beaucoup d'accélération technologique qu'on nous promet dans la Silicon Valley pour y parvenir. Bon, allez, je vous laisse tranquillement travailler dessus. Merci infiniment pour toutes ces explications. Vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve comme chaque semaine grâce au hashtag Tech24 sur tous les réseaux sociaux pour commenter ensemble l'actu numérique. Restez connectés, on se retrouve très vite en plateau.